les scientifiques présentent un univers qui n'est pas statique. C'est un univers qui est en expansion. Donc là, c'est un constat. Donc, quand on rentre dans l'univers, et on voit que l'univers s'étend. Quand on dit que l'univers est en extension, c'est quand on compare la distance entre les galaxies. Donc, on a l'impression que la distance est en train de s'étendre. Et donc, il y a des gens qui emploient, qui comprennent cette expansion de deux façons. En fait, cette expansion peut être comprise de deux façons. Il y a des gens qui voient dans cette expansion le fait que, cela veut dire que l'univers est éternel. Donc l'univers a toujours été et que l'univers tout simplement continue de s'étendre, continue de prendre beaucoup plus d'ampleur. Mais il y a aussi cette vision des choses qui veut que si l'univers est en train de s'étendre, ça veut dire que l'univers n'a pas toujours été ce qu'elle était. Et si l'univers n'a pas toujours été ce qu'il était, c'est que l'univers a effectivement un commencement. Donc l'argument pour l'expansion de l'univers, c'est un argument en faveur du fait que l'univers a commencé à exister à un certain moment de la durée. Donc, voici le type qui a conçu ça. Donc l'étude la plus complexe sur les galaxies a été réalisée avec un télescope de 200 pouces par Alan Sandage. Donc il a compilé des informations sur 42 galaxies. Et nous autres, notre univers, la planète Terre se trouve dans une galaxie. Donc vous pouvez voir l'étendue de l'univers. Donc c'est comme si nous autres, nous sommes vraiment comme une quantité négligeable quand on considère la grandeur de la galaxie, quand on considère l'immensité de l'univers. Mais la réalité, c'est que, indépendamment de la taille de l'univers, la vie existe uniquement sur la planète Terre. Parce que jusqu'à présent, aucune forme de vie n'a pu être investiguée en dehors de la planète Terre. Et c'est ce que nous avions expliqué quand on a parlé du calibrage. Il semblerait que Dieu a calibré la planète Terre en sorte que la planète Terre a été faite effectivement pour nous. Et donc ça rejoint la thèse de la Genèse qui veut que Dieu a préparé un cadre avant de créer l'homme. Et donc on voit ce design existe. En fait, les conditions favorables à la vie n'existent que sur Terre. Donc c'est comme si la Terre nous attendait. La Terre attendait notre venue parce que les conditions ne sont favorables uniquement ici. Maintenant, je dois vous dire que si effectivement un jour vous voyez que on trouve une planète où les conditions sont réunies pour vivre, donc là, cela pourrait remettre certaines choses en question, effectivement. Mais jusqu'ici, ça n'a pas été prouvé. Donc pour vivre sur d'autres planètes, il faut créer ces conditions. Alors que sur la planète Terre, les conditions existent déjà. Et les conditions existent pour faciliter la vie sur cette Terre. Donc sa mesure indiqua que l'univers est en expansion. Il était plus rapide hier qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc ce résultat, en principe, supporte la croyance que l'univers serait la résultante d'une explosion. Donc on admet, et nous n'avons aucune difficulté, nous, en tant que créationnistes, pour admettre que l'univers a eu un commencement. Donc cette explosion est communément appelée le Big Bang et qui fut le point de départ de l'univers. Donc nous admettons, il est tout à fait normal et nous voyons effectivement qu'il existe des traces dans l'univers pour expliquer ce Big Bang. C'est ce que j'appelais tout à l'heure l'écho de radiation et qui existe. Donc ce qui dans le temps était perçu comme une malfonction est maintenant expliqué. Donc par le fait que l'univers possède un bas niveau de radiation qui résulterait d'une catastrophe passée, qui maintenant se présente sous la forme d'une boule de feu géante. Donc ce sont des choses qu'on observe dans l'univers. Et ce sont des choses qui supportent notre argument, à savoir que l'univers n'a pas toujours existé et que l'univers a commencé d'exister à partir d'un certain moment de la durée. Et c'est ce qui permet à Jatro de conclure, si vous voyez le dernier paragraphe, Jatro disait « Pour le scientifique qui a vécu par sa foi dans la puissance de la raison, la fin de l'histoire se présente comme un mauvais rêve. Il a escaladé la montagne de l'ignorance, il a conduit le sommet le plus haut, et comme il se jette sur le dernier rocher, il est accueilli par un groupe de théologiens qui étaient assis depuis des siècles. » Tout ce qu'il veut dire, c'est que les choses que la science est en train de découvrir maintenant, ce sont des choses que des théologiens avaient déjà annoncées dès les temps anciens.
Quand vous lisez par exemple le livre de Job, quand Dieu se révèle à Job, et même dans les discours de Job avec ses compagnons, vous voyez, c'est un discours assez scientifique. Et quand Job disait ces choses, et quand on lisait ces choses, personne n'avait aucune idée de ce que cela voulait dire, jusqu'à ce qu'on commence à avoir des découvertes scientifiques dans le contexte. Et c'est pourquoi Jatro dit qu'il y a des scientifiques qui s'efforcent beaucoup de vivre par la force de leur raison, et ils continuent d'escalader des sommets pour voir que sur ces sommets étaient déjà assis des théologiens qui tout simplement les attendaient. Donc l'origine de la première forme de vie. Donc, comme on disait tout à l'heure, pour l'origine des premières formes de vie, on peut admettre qu'il y a deux causes principales. Il y a deux causes plausibles. Soit que la cause de l'origine de la première vie est naturelle ou elle est surnaturelle. Maintenant, quand je parle de la première vie, pour le naturaliste, la première vie, c'est beaucoup plus au niveau végétal. Parce que pour le naturaliste, la vie a commencé au niveau végétal, particulièrement au niveau des océans. Mais là encore, il faut expliquer comment les océans sont venus à l'existence. Et donc là, vous voyez le dilemme, c'est que le naturaliste peut expliquer que la vie a commencé à partir de ce règne végétal, mais le naturaliste ne peut pas expliquer l'origine de ce règne végétal. D'où vient ce règne végétal? Est-ce que ce règne a toujours été là? Son explication, c'est que la vie a commencé à partir d'une matière inerte. Donc la vie a commencé à partir de ceux qui n'étaient pas vivants. Bon, il faut comprendre que ça, c'est beaucoup plus une philosophie que de la science. Parce que nous ne sommes plus dans la science ici. Parce que regardez, on ne peut pas tester ces choses en laboratoire. On ne peut pas vérifier ces choses. On ne peut pas voir est-ce qu'effectivement c'est vrai, est-ce que c'est faux. Et donc, quand on ne peut pas voir si c'est faux ou si c'est vrai, donc on peut dire que c'est falsifiable. C'est falsifiable dans le sens que aujourd'hui la science peut vous dire telle chose, demain matin, puisque les progrès, enfin la science, le fort de la science, c'est que la science met les choses en question. Donc, quelque chose qui a été réalisé dans le temps peut être mis en question aujourd'hui. C'est comme la science newtonienne et qui est mise en question aujourd'hui, et avec des gens qui voient que les choses ne sont pas nécessairement telles que Newton les avait vues. Donc la science évolue, dans le sens que quand la science dit que la vie a pris naissance à partir de ceux qui n'étaient pas vivants, donc ça peut être mis en question à un certain moment de la durée. Donc les évolutionnistes croient que la vie a commencé de la matière spontanée, de produits chimiques non vivants, par un processus naturel. Et c'est ce processus naturel que Darwin explique et qui a pris des millions d'années. Et à partir des millions d'années, donc, on a vu une certaine évolution des formes de vie pour aboutir à ce que nous voyons ici. Donc, peu après le refroidissement de la Terre, qui a permis la combinaison de gaz simples comme l'hydrogène, l'azote, le dioxyde, le carbone, ont réagi pour produire de l'acide aminé qui, avec le temps, s'est développé en des chaînes de cellules d'ADN. C'est ainsi que Darwin explique la vie. Cependant, ce qu'on constate, c'est qu'on constate que ces éléments dont Darwin fait référence, ces éléments n'auraient jamais pu produire la vie. Parce qu'un être humain ne peut pas sortir de ces choses. Et la réalité, c'est que ces choses seraient préjudiciables à la vie en tant que telle. Donc, ça ne peut pas expliquer en principe la vie. Donc, bien sûr, ils affirment que cela a pris des milliards d'années et l'énergie du soleil, les activités volcaniques, les rayons lumineux et tout ça a facilité le processus. Cependant, d'autres recherches ont montré que ce que Darwin explique qui était à la base de la vie, ces choses auraient été préjudiciables à notre vie aussi. Donc ce que vous voyez, c'est que de côté, vous avez un scientifique qui affirme certaines choses et de l'autre côté, vous voyez d'autres scientifiques qui disent que ce n'est pas possible. On ne peut pas mesurer ces choses dans un laboratoire pour savoir effectivement c'est possible. Donc je pense que cela relève uniquement de la philosophie et non de la science. Voici ce que dit un autre scientifique par rapport à ce que Darwin avait dit. Donc l'expérimentation a commencé avec Stanley Miller et Henry Urey. Eux, ils ont essayé de reconstruire les conditions avec succès, produisant des acides aminés nécessaires à la vie. Donc à partir de cette découverte, la communauté scientifique a effectivement conclu qu'on peut avoir la vie à partir de la matière inerte. Mais cependant, regardez ce qui suit.
Quand on constate ce qui a été dit dans ce contexte-là, on voit qu'il y a eu des oppositions, il y a eu des gens qui ont compris que ce n'était pas possible. Premièrement, les premières conditions terrestres nécessaires à la régénération de la vie sont plus promptes à la détruire. Donc la vie n'aurait jamais eu lieu à partir des conditions décrites par Darwin qui justement a favorisé la vie. L'expérimentation montre que l'oxygène ne doit pas être présent pour que la réaction puisse fonctionner. Donc il faut que l'oxygène soit présent dans la réaction, mais l'oxygène justement aurait pu poser des torts à cet être en création. De plus, l'énergie qui vient du soleil et des radiations cosmiques serait dommageable à la substance produite. Donc tout ceci pour dire que d'un côté, vous avez quelqu'un qui dit que voici comment la vie a évolué et voici les conditions qui ont favorisé cette vie. De notre côté, quand ces éléments sont mis dans un laboratoire, on constate que la vie ne serait pas possible. Donc tout ceci pour dire qu'il n'existe aucun fondement scientifique pour les arguments de Darwin. C'est tout simplement des arguments purement philosophiques, c'est tout simplement des hypothèses. Donc des hypothèses qui sont émises mais qui ne peuvent pas être véritablement testées. Le seul test qu'on peut faire sur ces hypothèses, c'est de voir que ces hypothèses ne marchent pas. C'est tout ce qu'on peut voir par rapport à Darwin, c'est que ça ne marche pas.